suis content de vous présenter ce premier webinaire organisé par le comité relève de la PRSAV. Donc, pour ce qui est de la présentation, je vais tout d'abord faire une introduction, révision sur la régression linéaire pour passer à parler des modèles mixtes, notamment quand les utiliser et comment déterminer les facteurs aléatoires dans ces modèles-là. Ensuite de ça, je vais parler des modèles généralisés pour faire une introduction aux différentes distributions statistiques qui existent. Et finalement, si j'ai du temps à la fin, là, je vais parler des statistiques bayésiennes, ça intéresse des gens. Donc, comme vous pouvez voir, on a quand même une heure chargée. Donc, on pourrait faire plusieurs cours juste sur chacun de ces modèles-là. Donc, le but, ça va vraiment être de vous donner une boîte à outils là, avec plein d'exemples que je vais montrer assez rapidement. Je n'aurai donc pas le temps de rentrer en détail dans chacun des modèles que je vais présenter. L'idée, c'est de faire un survol de tout ce qui existe, ben pas tout, mais du moins tout ce qui est des modèles mixtes et généralisés, de ce qui est surtout utilisé en agriculture, pour que vous puissiez ensuite voir ce qui peut correspondre aux données que vous avez et aller chercher plus d'informations par la suite. Donc, je pars du principe que vous avez quand même une base en statistiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au cours de la présentation là, à les poser. Il y a Marc-Antoine qui va suivre le chat pour ceux et celles en ligne. Donc, vous pouvez écrire vos questions. Donc, je vais pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc, et puis, la présentation est en R, avec le logiciel R. Donc, les mêmes principes peuvent s'appliquer à d'autres logiciels statistiques, mais les exemples sont tout faits en R. Et donc, la présentation et le fichier de code qui m'a servi à faire ça aujourd'hui va vous être transmis dans les prochains jours. Donc, pas besoin de noter, de prendre en note là, tous les packages, les librairies. Ça va vous être fourni. Donc, je commence sans plus tarder avec la régression linéaire. Donc, assez simple. Donc, régression linéaire simple, où on va vouloir tester, en fait, un effet, par exemple, ici, la température sur les émissions de GS. Donc, l'équation qu'on va avoir pour la régression linéaire, on va avoir nos YI qui sont en fait notre variable réponse. Un bêta 0, donc qui est, on peut le voir comme une ordonnée à l'origine, et le bêta 1 qui va être la pente de notre régression. Donc, en fait, les modèles, les régressions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir est-ce que la pente est différente de 0 ou non. Et si on a une pente qui est égale à 0, c'est là qu'on n'a pas d'effet, ça ne sera pas significatif. Et une pente positive ou négative va nous donner un effet significatif de notre facteur explicatif. Et finalement, il y a toujours le terme d'erreur qui apparaît. Par la suite, régression multiple, donc c'est la même chose, mais on peut voir ça comme on va encore avoir une ordonnée à l'origine, un bêta 0 dans l'équation, qui va être l'ordonnée à l'origine globale de notre modèle. Et pour chacun, en fait, des facteurs explicatifs, donc si température, teneur en eau, pH, azote, on va avoir un bêta associé, donc un paramètre associé pour voir est-ce qu'il y a un effet ou non. Donc, jusque-là, vous suivez. Et donc, si j'ai fait un modèle dans R, donc on utilise la fonction LM. Donc, quand je parle de LM, là, ça va être des régressions linéaires. Donc, on a tout simplement nos GS en fonction de température, teneur en eau, pH, azote. Et on peut sortir le tableau, en fait, de résultats. Donc, si vous faites, quand on fait des analyses, en fait, c'est important de toujours faire des graphiques avec nos données brutes avant et aussi de tester les suppositions des modèles. Je ne le ferai pas toujours ici, vu que le but, ça va être de vous montrer justement plusieurs modèles différents, plusieurs outils, mais c'est pas parce que c'est pas important qu'il ne faut pas le faire. Donc, quelles sont les suppositions de la régression linéaire? Donc, il y en a plusieurs. Il faut tester, il faut avoir l'indépendance des données, tester la normalité, l'existence, l'homocédacité, linéarité et mesure exacte de X. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'indépendance des données et la normalité. Parce que lorsqu'on n'a pas d'indépendance entre nos données, ben c'est là qu'on va venir utiliser les modèles mixtes. Et lorsqu'on n'a pas une normalité dans nos données, donc ça ne suit pas une loi normale, ben on va venir utiliser des modèles généralisés qu'on va voir plus tard. Donc, indépendance des données, sinon on va parler de pseudo-répétition. Donc, il y a la pseudo-répétition simple, où on va voir deux unités expérimentales. Donc, on peut voir ça comme deux champs qu'on vient faire un traitement 1 et un traitement 2, et qu'on vient prélever là, plusieurs observations dans chacun de nos champs. En réalité, ces données-là, donc X1, X2, X3, ne sont pas indépendantes entre eux, vu qu'ils proviennent du même unité expérimentale.
Donc, avec ça, on ne pourrait pas utiliser d'analyse statistique comme une régression linéaire. Il y a aussi la pseudo-répétition temporelle. On a la même chose. Donc, on a deux unités expérimentales avec traitement 1 et traitement 2. Et on va venir dans le temps répéter plusieurs fois des observations sur la même unité expérimentale. Fait qu'on a la même chose que pseudo-répétition simple, mais au lieu d'être spatiale, on l'a temporelle. Donc, encore là, on va avoir une corrélation entre nos données. On n'aura pas d'indépendance entre les données. Donc, j'ai mis un drapeau rouge ANOVA. Donc, nécessairement, on ne pourra pas faire d'ANOVA sur ces modèles-là. Vous avez peut-être, si vous cherchez, là, on voit des fois apparaître des ANOVA avec mesures répétées. En fait, c'est déconseillé d'utiliser ça. Ça va être plus robuste et intéressant, en fait, d'utiliser des modèles mixtes. C'était utilisé, disons, il y a longtemps, quand les modèles mixtes n'étaient pas encore au point, les ANOVA avec mesures répétées. Donc, justement, ça nous emmène à parler du modèle linéaire mixte, donc qui permet de prendre en compte la structure des données, donc du dispositif, comme les mesures répétées, les mesures en bloc, les tiroirs, etc. Donc, il y en a plusieurs. Il faut aussi dire que ça ne règle pas tous les problèmes. Donc, lorsqu'on a de la pseudo-répétition simple, même un modèle mixte ne pourra pas gérer ce type de données-là. En fait, lorsqu'on a vraiment juste deux unités expérimentales, pas de vraie répétition, ça ne sera pas possible du tout d'analyser statistiquement ces données-là. Donc, je parle un peu de l'équation, ce ne sera pas trop compliqué. On a encore notre YI qui est notre variable de réponse, donc ce qu'on vient mesurer, qui est égal à un bêta XI. Puis le bêta XI, c'est la même chose qu'on avait dans la régression linéaire simple, donc un bêta 0 qui est notre ordonnée à l'origine et un bêta pour chacun de nos effets fixes qui va tester l'effet ou non de notre effet fixe, justement. Et ce qui vient se rajouter dans le modèle mix, en fait, c'est ZIBI, qui est en fait l'effet aléatoire. Donc, l'effet aléatoire, c'est défini par le CSBQ comme il s'agit généralement d'un facteur de regroupement dont vous souhaitez contrôler l'effet dans votre modèle, mais dont l'effet spécifique sur la variable de réponse ne vous intéresse pas. Il nous permet donc de structurer le processus d'erreur. Donc, c'est souvent un effet imprévisible qu'on ne veut pas nécessairement mesurer, donc l'effet qui ne nous intéresse pas, mais dont on n'a pas le choix de prendre en compte dans nos modèles. Justement, lorsqu'on a une non-indépendance des données, il va falloir insérer ça dans notre modèle et c'est là que les facteurs aléatoires entrent en jeu. Donc, je fais un premier exemple super simple en bloc complet aléatoire. Donc, ici, c'est notre jeu de données. Donc, on a la colonne bloc. Donc, ici, on a 4 blocs différents. On a différents traitements, donc un traitement témoin et 5 autres. Sol, c'est aussi des traitements qui ont été appliqués. Et on a un rendement, là, donc notre variable mesurée, notre variable réponse. Donc, souvent, ce que vous allez voir, ce que le monde va faire, on peut faire un LM tout simplement du rendement en fonction du traitement sol et bloc. Et venir ici regarder, en fait, les postulats. Donc, le premier graphique montre l'homoscédacité du modèle. Donc, on voit qu'il y a un effet de cône. Là, les points ne sont pas bien répartis, donc on aurait un problème d'homoscédacité ici. Lorsqu'on regarde la normalité, il y a aussi une légère déviation à chacun des bouts. Dans ce cas-ci, pour cet exemple-là, on va considérer que c'est quand même acceptable. Je vais vous montrer plus loin avec les modèles généralisés pourquoi on avait ça ici, puis comment le régler. Donc, ici, on pourrait sortir le tableau de résultats. Par contre, ça ne serait pas juste de venir interpréter ça, vu qu'on n'avait pas l'homoscédacité, on ne pourrait pas utiliser ces valeurs-là. Et on peut aussi venir faire un modèle mix. Donc, avec la librairie NLME et la fonction LME, on a notre rendement en fonction des traitements du sol et on a mis nos blocs en facteurs aléatoires. Quoi? En fait, les blocs qui correspondent parfaitement à la définition qu'on a vue d'un facteur aléatoire qui est pour un regroupement, qui est un facteur de regroupement pour quelque chose qui ne nous intéresse pas nécessairement, mais qu'il faut prendre en compte dans le modèle. Donc, en fait, le fait que les blocs 2 aient un meilleur rendement que le bloc 1 ne nous intéresse pas de facto. On veut juste venir prendre ça en compte dans notre modèle, venir contrôler la variance associée. Donc, encore une fois, on vient tracer les postulats du modèle, qui sont les mêmes que pour une régression linéaire. Donc, on voit encore là qu'on a un effet de cône ici pour l'homoscédacité, donc qui est non respecté. On a aussi la normalité qui dévie un peu, mais qu'on va considérer comme acceptable pour ici. Donc, ici, je vous montre un truc. Lorsqu'on a de l'homoscédacité comme ça ici, on pourrait tenter de venir faire une transformation de données. Par contre, les transformations de données, c'est quoi? C'est qu'on a un moule qui est notre modèle, puis on essaie de rentrer de force nos données dans notre moule, plutôt que seulement changer le moule. Donc, ça peut nous sauver la vie parfois, mais c'est plus intéressant lorsqu'on peut éviter de venir transformer les données, utiliser d'autres stratégies. Donc, ici, j'ai rajouté un terme là, dans mon modèle
avec var constante power, qui vient rajouter un terme qui dit à mon modèle qu'on peut faire varier l'homogénéité des variances en fonction des différents facteurs dans mon modèle. Donc, on voit juste en ajoutant ce terme-là ici, on part de l'effet de compte et avec une homogénéité des variances qui est bien répartie, fait que ça règle le problème. Et on peut donc venir regarder les résultats du modèle. Donc, ici, on peut faire une ANOVA sur notre modèle. Fait qu'utiliser la fonction ANOVA, donc ça va nous donner, en fait, est-ce qu'on a un effet des traitements globaux des saules. Mais c'est beaucoup plus intéressant de venir sortir le sommaire, on va avoir beaucoup plus d'informations. Donc, tout d'abord, on a un effet aléatoire ici, qui est notre effet bloc. Fait qu'on a l'écart type ici qui représente la variabilité entre les blocs. Donc, plus qui est petite, plus que il n'y a pas de différence entre nos blocs. Et ici, on a une valeur de 10 à la moins 5. Là. Donc, ici, ça serait problématique. Lorsqu'on a vraiment des valeurs tout petites dans le facteur aléatoire, ça veut dire souvent qu'il y a un problème d'estimation des variances, puis ça va se répercuter dans le reste de notre modèle. Donc, il ne faudrait pas non plus utiliser ce modèle-là. Il faudrait simplifier notre modèle. Il faudrait retourner avec un facteur, avec une régression linéaire, par exemple. Et il peut y avoir plusieurs causes là, qui vont causer vraiment des petites valeurs ici. Dans ce cas-ci, c'est probablement le fait que les blocs qui sont facteurs aléatoires, il y en a seulement 4. Et c'est vraiment la limite là, pour qu'on puisse mettre un facteur en un regroupement en facteurs aléatoires. Il faut au moins 4 niveaux, puis même 4, ben, c'est probablement insuffisant. Il faut en avoir plus possible. Fait que si j'avais eu 5, 6 blocs, ben là, ça aurait été intéressant de le mettre en facteur aléatoire. Donc, pour les blocs en agriculture, souvent on en a 3 ou 4, ben, c'est pour ça que souvent on les laisse en facteur fixe. Mais si on en aurait plus, ça devient beaucoup plus intéressant de le mettre en facteur aléatoire. Par la suite, ici, là, je passe rapidement pour lire les résultats. On a notre bêta 0 qu'on avait dans l'équation qui est l'intercept. Donc là, lorsqu'on a une valeur P significative à l'intercept, ça veut toujours simplement dire que notre bêta 0 est différent de 0. Donc, c'est souvent pas très intéressant. Et finalement, on a nos bêta I, là, donc bêta 1, 2, 3 pour chacun de nos traitements ici. On pourrait venir interpréter avec la valeur P si on a des différences significatives ou non. Ça va jusqu'ici. Je voulais vous montrer aussi que c'est possible de venir faire des comparaisons multiples, donc comme avec des régressions linéaires. Donc, je pense rapidement, mais il y a des packages qui permettent, là, ici, c'est un test de Tukey pour comparer chacun de nos traitements entre eux. Et je voulais vous montrer aussi un petit code que je trouve utile, que j'utilise souvent avec la librairie ICC mode AVG. Donc, en fait, chacun des modèles qu'on utilise, on est capable d'aller extraire des valeurs prédites du modèle. Donc, souvent avec la fonction predict, c'est tout simplement que le modèle, en fait, on va utiliser l'équation linéaire qu'on a vue pour les modèles mixtes pour venir faire les prédictions ici sur notre rendement. Par contre, souvent, ce qui est difficile avec les modèles mixtes, c'est d'obtenir, en fait, l'erreur type sur la valeur prédite. Donc, la librairie ici va nous permettre de faire ça. Donc, la première ligne de code, là, NV, c'est notre nouveau jeu de données. J'utilise la fonction expandGrid qui va créer, en fait, toutes les combinaisons possibles entre ce que je lui dis. Donc, j'ai mis bloc, mes traitements, mes saules, c'est ce qu'il y avait dans mon modèle. Et puis, je lui dis de créer toutes les combinaisons possibles entre chacun de ces facteurs-là. Donc, ça nous donne les 3 premières colonnes, le bloc, traitement, saules ici, de notre jeu de données. Et je viens tout simplement appliquer la fonction predict se.lme sur ce tableau-là. Et donc, il va me sortir la colonne PV qui est mes valeurs prédites. Donc, c'est mes rendements prédits par le modèle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écart type associé à cette valeur-là. Et on est capable ici, avec min-max, en fait, c'est l'intervalle de confiance à 95% que je finis de calculer sur ma valeur prédite. Donc, ça nous permet de sortir des graphiques ici là, de rendement moyen prédits par le modèle avec leur intervalle de confiance. Donc, ensuite, un autre type de dispositif, c'est en mesure répétée qu'on va voir souvent. Donc, ici, j'ai fait un dispositif simple. On a 2 traitements en bleu, en gris, axés sur une unité expérimentale. On vient mesurer l'azote à différents temps pour voir comment ça varie dans le temps. Donc, ça serait quoi le problème si on utilise nos régressions linéaires sur ce type de dispositif-là? Quelqu'un veut essayer? Personne? En fait, c'est que vu qu'on vient mesurer dans le temps sur nos unités expérimentales, on n'a pas d'indépendance entre nos données, vu qu'on vient justement,
le temps 1 mesuré sur l'unité expérimentale 1 va être probablement corrélé à l'observation mesurée au temps 2 sur la même unité expérimentale. Et est-ce possible de régler ce problème-là en changeant la conception du dispositif, mais sans changer les stats en utilisant une régression linéaire? On va essayer. Je vois des oui. On aura encore un problème, si on regarde ça ici, on aura encore un problème de non-indépendance entre les données, même si on met le temps en covariable. Donc, en réalité, ce qu'on pourrait faire, c'est que dans notre champ, on vient répliquer plusieurs fois notre dispositif. Chacun ici, à chaque temps, on utiliserait seulement 6 unités expérimentales. Et donc, on pourrait avoir un effet du temps, mais on viendrait mesurer une seule fois chaque unité expérimentale. Et là, on viendrait régler notre problème de non-indépendance des données. Donc, ça fonctionnerait justement comme dispositif pour tester un effet du temps, mais garder une régression linéaire. Par contre, il y a un autre problème avec le dispositif que je vous présente ici, que quelqu'un le voit. Hein? Oui, ben en fait, c'est pas tant le nombre de blocs qu'il y a un effet confondant entre mon bloc et mon temps. Fait que ici, je ne serais pas capable d'avoir l'effet du temps parce que tout mon bloc 1, je l'ai récupéré au temps 1, mon bloc 2 au temps 2, puis mon bloc 3 au temps 3, ce qui ferait que l'effet du bloc et du temps serait confondu. Et donc, je ne serais pas capable de discriminer quel est l'effet de mon bloc et l'effet du temps. Puis moi, je veux mon effet du temps, donc ce dispositif-là, il ne fonctionnerait pas en réalité. Il faudrait que j'y aille à quelque chose comme ça ici, où j'ai complètement aléatoire et où j'associe un temps T1, T2, T3 aléatoirement à chacun de mes unités expérimentales, et dans ce cas-là, ça fonctionnerait. Par contre, pourquoi on ne fait jamais ça en agriculture? Ben parce que ça prendrait ben trop des grands champs. Ou même si on est en serre, je vais vous montrer un exemple où j'ai 72 colonnes en serre et que j'ai mesuré sur 42 semaines. Donc, il aurait fallu que je fasse 42 fois 72 colonnes. Il m'aurait fallu l'équivalent de l'ensemble d'une serre de l'ensemble du campus de l'Université Laval pour pouvoir utiliser ces modèles-là. Donc, en fait, c'est possible de faire des mesures, de mesurer le temps sans avoir des modèles mixtes. Par contre, ben, en pratique, on ne le fait pas. Donc, justement, on utilise des mesures répétées dans le temps. Donc, si mon tableau de données, j'ai les semaines, donc c'est justement, c'est mon effet du temps. Donc, j'ai 45 semaines où j'ai mesuré. Les colonnes, c'est mes unités expérimentales. Donc, imaginez des colonnes de sol en serre, où à chaque semaine, je viens mesurer sur chacune des colonnes. J'ai sol, BRF, plante, température de l'air, température du sol, teneur en eau, qui sont des traitements, et finalement ART, qui est ma variable réponse. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'essayer à dire les effets fixes, effets aléatoires que j'utiliserais dans ce modèle-là? Oui? Les colonnes, c'est des effets aléatoires aussi avec le temps. Puis le reste, c'est tout des effets fixes. Presque ça, en fait, l'effet aléatoire, c'est seulement une colonne. Vu que je m'intéresse à l'effet du temps, mais en fait, ça sera un effet fixe. Fait que comme on l'a vu, là, c'est pas le temps en lui-même qui est problématique, qui vient créer une non-indépendance des données. C'est vraiment l'unité expérimentale sur laquelle on vient répéter plusieurs fois la mesure. Donc, mon effet aléatoire, ça serait justement, souvent, c'est des unités expérimentales, donc 6 colonnes, et j'ai l'ensemble de mes effets fixes ici, là. Et j'ai mis seulement température de l'air et non pas température du sol, vu que les deux sont probablement corrélés aussi, donc il faut faire des tests pour avoir la corrélation entre nos effets fixes dans nos modèles. Donc, je viens faire mon modèle linéaire là-dessus, donc RT en fonction de mes facteurs fixes, et j'ai random, donc mon effet aléatoire qui est ma colonne. On vient vérifier les postulats. Encore une fois, on a un problème de homoscédacité. La normalité est plutôt acceptable. Et ici, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est ce que ça fait graphiquement notre facteur aléatoire. Donc, on a un effet de la température sur notre valeur réponse, RT. Et en fait, lorsqu'on vient rajouter le terme colonne comme facteur aléatoire, ce que notre modèle fait, c'est qu'il permet d'avoir un ordonnée à l'origine différent pour chacune des colonnes. Donc, ça vient contrôler la variance associée à nos colonnes ici, entre chacune de nos colonnes.
Et donc, ça met l'effet, donc la pente va être la même, peu importe nos colonnes. On pose comme postulat que la température, peu importe ma colonne, va avoir le même effet sur ma valeur de variable réponse, mais que vu que les colonnes vont différer entre eux pour des facteurs intrinsèques qu'on ne peut pas contrôler, ben en fait, on lui permet de venir changer leurs données à l'origine. Et en fait, c'est ça que ça fait de venir mettre un terme en facteur aléatoire. Donc ici, bon, j'ai rajouté mon terme là, var constant de power pour ajouter l'homoscédacité et on peut venir sortir les résultats. Donc, comme je parlais, ben, il faut toujours regarder c'est quoi l'effet aléatoire. Donc ici, on a un écart type de 1,87, donc qui est quand même élevé. Et on peut venir calculer en fait la variance associée à notre facteur aléatoire. Donc, en fait, la variance, c'est notre écart type au carré. Donc, on a notre variance associée à nos colonnes sur le total. Donc, ici, 97% de la variance totale de mon modèle serait expliquée par mes colonnes. Fait que c'est quand même élevé, là, on ne voit pas ça souvent. Mais c'est un petit calcul simple qui peut être intéressant là, à venir faire pour discuter de nos résultats. Et comme je l'ai montré plus tôt, là, si le terme ici est vraiment trop petit, c'est sûr que ça dépend. Il faut le relativiser en fonction des résidus, là, donc de la variance des résidus. Mais s'il est trop petit, souvent, ça va venir créer des problèmes d'estimation. Donc, il va falloir simplifier notre modèle, voire pour utiliser une régression linéaire. Et donc, ici, on peut ensuite, ici, on a des paramètres là, qui est associés au var constant de power qui vient permettre à notre modèle de varier selon l'homoscédacité. Et on peut venir tout simplement interpréter les données. Là. Donc, on a un effet ici négatif de la semaine qui est significatif. Donc, notre valeur réponse diminuerait en fonction du temps. Oui? Il y a une chose que j'ai compris avec la fonction de var constant de power. Ouais. Est-ce que ça ne fait pas une transformation de données? Ça fait juste. Ça ne fait pas une transformation de données. Ça vient rajouter, en fait, c'est que ça vient dans le calcul de la variance, ça vient permettre à la variance de changer en fonction des différents niveaux. Donc, souvent, quand on a un cône, c'est que plus que nos valeurs prédites sont élevées, plus que la variance associée est grande. Et en fait, ça vient rajouter des paramètres dans le modèle qui va venir contrôler cet effet-là, qui va venir l'annuler si on veut. Fait que ça ne fait pas une transformation de données. Est-ce que ça marche? Ça marche quoi? Est-ce que ça marche quand le temps de trouver cette réponse? Il faut le tester. Puis, quelquefois, là j'ai laissé les parenthèses vides, mais quelquefois, on peut spécifier. Si on sait, la variance varie en fonction de quoi. Donc, mettons que j'ai 3 traitements et je sais que ma variance augmente en fonction des traitements. Ben, je pourrais venir dire ici, là, entre les parenthèses, qu'il faut qu'il varie la variance en fonction des traitements, puis ça va aider le modèle à mieux fonctionner. Fait qu'il faut le tester, ça marchera pas tout le temps, puis ça règle pas non plus les problèmes de normalité. Fait que si on n'a pas de normalité, ben venir faire ça, on reste avec le problème qu'on n'est pas plus normal, donc on peut pas plus interpréter les résultats. Ça va là-dessus? Excellent. Donc, je passe ensuite à un autre type de modèle, donc les structures hiérarchiques qui sont les effets nichés ou imbriqués comme les dispositifs en tiroir, donc on voit aussi souvent en agriculture. Donc, dans un dispositif en tiroir, on va avoir des blocs, donc ici j'ai 3 blocs. Dans chacun des blocs, j'ai des sous-blocs qui sont associés à un traitement. Donc, j'ai un sous-bloc G fertilisant 1, 2, 3 dans chacun de mes blocs qui sont mis aléatoirement. Et ensuite, dans chacun des sous-blocs, j'ai mon unité expérimentale qui est aussi un traitement. Oui? Quand tu pointes. Ouais, en ligne, je comprends qu'en ligne, vous ne voyez pas quand je pointe avec mon pointeur. Sinon, je vais avec la souris, mais y a-t-il des questions là-dessus? Oui, c'est Denise qui. OK. En tout cas, si c'est pas clair, ben, vous le direz, j'utiliserai ma souris pour ça. Là. Voilà, merci. Donc, justement, mes unités expérimentales qui sont nichées dans mes sous-blocs, qui sont eux-mêmes nichés dans les blocs, d'où les effets imbriqués. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser un modèle linéaire aussi avec LME. J'ai ma variable Y, semence plus fertilisant, qui sont mes effets fixes. Et en variable aléatoire, ben, je vais avoir mon fertilisant qui est niché dans mon bloc. Donc, c'est tout simplement la syntaxe pour pouvoir prendre en compte ce type de dispositif. Si dans mon jeu de données, les fertilisants seraient appelés sous-blocs, mais ici, j'aurais eu
dans l'effet aléatoire, j'aurai les sous-blocs qui sont nichés dans mon bloc. C'est bon? Donc, on a également les structures croisées, donc par exemple, dispositif en carré latin. Donc, dans ce cas-là, j'ai les traitements A, B, C, D, E, et chacune de mes lignes et de mes colonnes vont avoir une seule fois chacun des traitements. Donc, en fait, c'est comme si on viendrait faire un blocage, mais dans deux directions en même temps. Et dans ce cas-là, il faut utiliser des modèles mixtes pour effet croisé, donc avec le LME4, le package LME4. On va avoir notre modèle mixte où on va utiliser LMER, notre traitement, et là, on va avoir un effet aléatoire qui est notre ligne, un effet colonne qui est un effet aléatoire qui est notre colonne, et ils ne sont pas imbriqués l'un dans l'autre, donc ils vont être distincts comme ça ici. Et la syntaxe change un peu de ce que j'ai montré avant, c'est parce que c'est pas le même package, mais ça signifie la même chose. Donc, ça ferait le tour pour les modèles mixtes. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Pas été trop vite, c'est clair. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir quand utiliser un modèle mixte. Donc, souvent, je vois des mesures répétées qui sont faites en régression linéaire. Donc, on ne peut pas utiliser ça. Et également, de bien identifier c'est quoi notre facteur aléatoire. Moi, j'avais peut-être une question. Ouais. Tantôt, tu as montré qu'il y a 97% de ta variance qui était associée à ton effet fixe. Ouais. Mais là, À mon effet aléatoire. Oui. Ouais. C'est ton effet aléatoire, mais c'est vraiment énorme. Ouais. Y a-tu comme un seuil où on dit, OK, là, c'est raisonnable, c'est pas raisonnable? En fait, pour ce qui est quand c'est grand, il n'y a pas vraiment de seuil. C'est juste que ça nous dit que j'ai bien fait de mettre mes colonnes ici en facteur aléatoire parce qu'il y avait énormément de variance dans mon DDL qui était due à mes colonnes, donc à mes unités expérimentales qui devaient différer entre eux pour on ne sait pas quelle raison. Puis, ça a vraiment permis de venir contrôler. Quelquefois, ici, j'avais quand même des effets fixes qui étaient significatifs. Fait qu'il restait assez de variance pour l'associer à chacun de mes effets fixes. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin dans notre investigation de l'impact de l'effet aléatoire? Pas nécessairement. Pas nécessairement. On prend juste, en tout cas, moi, je prendrais juste acte qu'il y a vraiment un effet important entre mes colonnes. Mais le modèle est complètement acceptable malgré ça, puis je peux venir interpréter mes résultats d'effets fixes quand même. Fait que oui, pour peut-être des expériences plus tard, on peut se dire pourquoi il y avait une aussi grande variance entre les colonnes. Est-ce que c'est mes manips qui n'ont pas été faites pareil d'une colonne à l'autre que je pourrais peut-être corriger pour un prochain dispositif? Donc, c'est effectivement des questions qu'on pourrait se poser, là. Mais il n'y aurait pas de problème en soi. Ouais. Jusqu'à présent, je vois les idées de correction, ça se pose uniquement sur l'homogénéité de variance. Ouais. Est-ce que là, dans les modèles mixtes, il y a moins de connaissances si toutefois la normalité n'est pas acceptée? Oui, en fait, on va le voir avec les modèles généralisés, fait que j'y viens lorsqu'on n'a pas de la normalité. Ça peut être corrigé avec les modèles généralisés parfois, ou sinon, on n'a pas le choix d'aller vers des transformations de données. Fait que, voilà. Si je n'ai pas été très souris, je vais Ah, j'ai pas de souris. On va vous arranger une souris en ligne pour pointer. Donc, attendant, on va continuer. Donc, justement, qu'est-ce qu'on fait avec une non-normalité? Donc, ici, c'est l'exemple que je vous avais montré de mes blocs. Donc, mon premier exemple, où on avait une légère déviation. Donc, on pourrait soit l'accepter comme tel, soit essayer de faire une transformation de données, justement, pour régler ce problème-là. Mais en réalité, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que mes données font du sens avec la définition d'une loi normale? Fait que mon exemple avec les blocs, c'était des rendements. Puis une loi normale, en fait, ça va de moins l'infini à plus l'infini, puis c'est symétrique. Est-ce que des rendements peuvent aller de moins l'infini? Non, en réalité, des rendements, c'est strictement positif en général. Donc, utiliser une loi normale sur ces données-là, serait juste pas logique. Et tous les modèles que je vous ai montrés jusqu'à présent, là, les différents modèles mixtes, régression linéaire, ça utilise toute la loi normale en arrière. Donc, on n'a pas besoin de le spécifier au modèle, mais ça va utiliser une loi normale. Donc, c'est plus intéressant de venir utiliser une autre distribution, c'est ce qu'on appelle des modèles généralisés. Donc, plutôt que d'utiliser la distribution normale, il existe beaucoup d'autres distributions. Donc, je vous en montre quelques-unes
qui peuvent être les plus utilisés. Donc, on a la normale, comme j'ai parlé. Il y a la distribution gamma, qui justement est strictement positive, puis il va avoir plutôt un asymptote. Donc, un asymptote qui ne sera pas l'infini dans les positifs. Donc, dès qu'on mesure là, des rendements, de la distance, des mesures de distance, des mesures de poids, ben, ça ne serait pas très logique de venir utiliser les régressions linéaires comme on l'a vu. On peut venir faire une régression gamma. Je vais vous mettre des exemples. Il y a également la student qui est similaire à la normale, mais qui permet d'avoir plus de valeurs extrêmes, donc plus de valeurs à chacun des bouts de la distribution. Et il y a également les valeurs discrètes. Donc, il y a la distribution de Poisson, qui va être qu'on va se servir en fait lorsqu'on a des comptes. Donc, lorsqu'on a un nombre d'insectes, un nombre d'espèces, un nombre de mauvaises herbes. Et cette distribution-là prend seulement les positifs et peut avoir beaucoup de zéros. Donc, par exemple, si je viens de faire des quadras dans mon champ pour voir quelle espèce de mauvaise herbe est présente, ben, je vais pouvoir, quand ils ne sont pas présents, je peux noter 0 et avoir un compte là, de valeurs discrètes. Et donc, on va pouvoir utiliser la Poisson. Il y a également la binomiale qui est habituellement utilisée lorsqu'on a une variable justement binaire. Donc, si je viens mesurer est-ce que j'ai des individus qui sont vivants ou morts, qui sont des champs qui sont bons ou mauvais, bon drainage, mauvais drainage, des plants en santé ou qui sont malades, est-ce que ça a germé, des graines qui ont germé ou non. Donc, on va coder ça 0 et 1. Et donc, il faut venir faire une binomiale sur ce type de données-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut aussi utiliser des pourcentages avec la binomiale qui découlent des exemples ici. Donc, par exemple, si j'ai un pourcentage de survie, et un pourcentage de vivant, ben, on va pouvoir le modéliser avec une binomiale. Et finalement, il y a une binomiale négative qui sert grosso modo à la même chose que le Poisson, mais qui va permettre d'avoir plus de surdispersion. Puis j'en parlais plus loin. Je vais faire un exemple avec ça. Donc, je vous mets en rafale plein d'exemples avec chacun des distributions qu'on a vues. Donc, bien entendu, souvent, il va y avoir des tests d'ajustement qu'on peut venir faire sur ces modèles-là, venir vérifier aussi des conditions d'applicabilité. Je ne vais pas toutes les présenter là, juste pour que ça aille rondement, mais l'idée, c'est de pouvoir identifier, selon mes données, selon mon horaire de réponse, quelle distribution fitterait le mieux. Donc, je devrais me servir. Ensuite, ben, c'est facile de trouver de l'information là, sur chacun de ces distributions-là. Donc, si j'ai, exemple avec une gamma, donc j'ai exactement le même jeu de données que j'ai monté précédemment avec les blocs complets. Je vais venir utiliser un GLMER, j'ai mon rendement en fonction du traitement du sol, j'ai mes blocs en facteurs aléatoires. Et donc, chacun aussi des distributions, des modèles généralisés que je montre peuvent être faits soit avec des effets aléatoires ou non. Donc, on peut mixer là, des modèles mixtes et des modèles généralisés. Et finalement, j'ai spécifié la famille ici, qui est la famille Garou. Donc, on sort le sommaire et on voit dans les effets aléatoires ici que j'ai plus de problème d'estimation de la variance, alors que tantôt, il était beaucoup trop petit, j'avais un 10 à la moins 5. Donc, en fait, c'est que mes données n'étaient pas faites pour être traitées avec une loi normale. Ici, c'est venu régler mon problème et j'ai, comme d'habitude, là, mes effets fixes, voir le seuil de significativité si j'ai un effet. Ensuite, avec un exemple de student, donc si j'ai un jeu de données direct ma variable réponse, une teneur en eau, j'ai traitement A et B. Donc, on pourrait venir faire un LM ici, donc Y en fonction de teneur en eau, traitement, très simple. Et on viendrait regarder les suppositions du modèle et on voit qu'on a vraiment là, des valeurs extrêmes, donc l'élasticité, ça n'a pas d'allure. Même chose pour la normalité, là, j'ai 2, 3 valeurs qui sont beaucoup trop grandes. Donc, on pourrait être tenté de soit venir supprimer ces valeurs-là pour correspondre à une loi normale. J'ai ici aussi, là, c'est la distance de coupe, donc qui mesure est-ce que j'ai des données extrêmes ou non. Donc, je pourrais en parler sur les questions sur les données extrêmes, là, mais ici, j'ai une distance de coupe qui dépasse le seuil à 0,5, donc qui serait une valeur extrême. Mais en réalité, ces données-là, ben, c'est qu'ils suivent une loi de student. Donc, je peux venir faire là, avec la librairie ETH, ben, je viens faire un TLM qui fait une régression de student, qu'on appelle aussi les régressions robustes. Et je vais pouvoir venir tout simplement regarder les résultats de ma modélisation. En fait, justement, mes données que j'avais, ben, suivaient exactement une loi de student, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'ai pas besoin de respecter la normalité.
Ensuite de ça, je viens faire un exemple avec bêta. Donc, je ne l'ai pas présenté précédemment, mais c'est utile lorsqu'on a des pourcentages. Donc, dès qu'on a un pourcentage en variable réponse, comme ici un pourcentage de matière organique, la bêta est plus utile que la normale parce qu'elle va venir borner en fait entre 0 et 1, tout simplement les valeurs possibles. Donc ici, j'ai plusieurs fermes. Je crois que j'ai 4 fermes. J'ai mon traitement, donc un travail de labour, non-labour, et mon pourcentage de matière organique. Donc, je suis venu faire un GLMN-TMB, matière organique en fonction du travail de sol, et la ferme en fonction, en variable aléatoire, en facteur aléatoire. Et j'ai ma famille ici, là, qui est la bêta, qui va être utilisée et qui utilise un lien logique. Donc, chacune des distributions va avoir des fonctions de lien qu'on appelle. Donc, il va y avoir une transformation de données, si on veut. C'est pas exactement comme si vous faites une transformation de données vous-même. Il va y avoir une transformation de données qui est faite en arrière-plan. Et la fonction logit, c'est en fait une fonction qui permet justement de borner les valeurs entre 0 et 1. Donc, c'est tout simplement ça que ça va venir faire. Et donc, on peut sortir le sommaire ici. On a notre facteur aléatoire, notre variance associée, et on a un effet significatif du travail de non-labour. Et comment on viendrait, si c'est un exemple très simple, mais comment on interpréterait en fait les estimés ici qui sont nos bêta. Mais en fait, il faut garder en tête que ces estimés-là sont sur l'échelle logit. Donc, c'est un peu comme s'ils seraient sur une échelle log, c'est pas exactement un log. C'est comme s'ils seraient sur une autre échelle, non pas l'échelle normale. Donc, on peut interpréter ça comme étant significatif, mais si je veux savoir quel est le pourcentage de matière organique moyen de mon non-labour versus avec labour, il faut que je vienne faire l'inverse du logit. Fait que c'est tout simplement l'équation ici. Donc, j'ai mon bêta 0, mon bêta 1. Bêta 0, ça correspond à mon traitement témoin qui était le labour. Donc, l'équation ici, c'est l'inverse du logit. Donc, je viens mettre mon bêta 0 sur l'échelle normale, donc qui donne 6,87 %. Et même chose pour mon bêta 1, il va avoir une équation ici et je vais obtenir 9,32 %. Donc, je peux venir remettre sur l'échelle, sur une échelle qu'on peut lire et non pas l'échelle logique nos données. Ensuite, je passe aux valeurs discrètes. Donc, exemple avec poisson. Donc, si j'ai un jeu de données où j'ai 3 traitements, j'ai mes unités expérimentales et je suis venu mesurer à 4 temps différents sur chacun de mes unités expérimentales un nombre d'insectes récoltés par piège. Donc, je vais avoir tout simplement un GLMER, insecte, traitement temps, unité expérimentale en facteur aléatoire, et ma famille utilisée va être poisson. Donc, j'utilise une distribution de poissons. Donc, je peux venir interpréter là, le sommaire comme on a l'habitude. Et ce qui est important avec les distributions de poissons, si j'ai aussi tracé l'homocidacité, donc on était correct. Et c'est venir tester la surdispersion. Donc, c'est ce qu'on appelle le C-chapeau. Pour voir, en fait, ça dit est-ce que nos données collent bien à la distribution au modèle qu'on a fait. Donc, si j'ai mis le code au long pour calculer le C-chapeau, la surdispersion, mais il y a des packages qui le font automatiquement. Et ce qu'on veut, c'est avoir une surdispersion de 1, donc un C-chapeau de 1 ou légèrement inférieur autour de 1. Si on est entre 1 et 4, c'est qu'il y a un petit peu de surdispersion. On peut venir faire des corrections du modèle, je vais montrer comment plus tard, mais c'est acceptable. Et si on a 1 au-dessus de 4, là, on ne peut pas utiliser la poisson, c'est pas une distribution qui fit bien avec nos données. Donc, on va devoir utiliser ici, par exemple, la binomiale négative à la place. Et donc, ici, je voulais vous montrer qu'avec les modèles généralisés, on pouvait aussi faire des comparaisons multiples pour venir comparer là, les différents traitements entre eux. Et on peut aussi tracer des graphiques, venir faire utiliser la fonction prédict pour venir prédire un nombre d'insectes sur mes pierres en fonction du temps et de mes traitements qui est prédit par mon modèle avec des intervalles de confiance à 95 %. Ensuite, on va faire avec un exemple avec la binomiale, donc c'est ce qu'on appelle les régressions logistiques. Donc ici, j'ai 4 blocs, différents traitements, aussi des traitements de sol, donc c'est un peu le même jeu de données qu'on avait tantôt, sauf que notre variable réponse, c'est un pourcentage de survie. Donc, on aurait pu utiliser une bêta, comme j'ai montré tantôt avec le taux de matière organique, mais c'est aussi possible de venir faire justement une binomiale, vu qu'on a le nombre total ici, la colonne d'individus, et j'ai mon pourcentage de survie sur mon nombre d'individus. Donc, je vais utiliser la fonction GLM
j'ai mon survie en fonction de mon traitement bloc-sol. Je peux utiliser la famille binomiale et je rajoute un argument là, pour y dire, en fait, mon nombre, c'est quoi? Parce qu'en général, la binomiale prend plutôt des valeurs discrètes. Donc, il faut dire, il va calculer, en fait, le pourcentage sur le nombre total. Et ici, je suis venu calculer directement le C-chapeau, donc pour la dispersion qu'il faut respecter aussi pour une loi binomiale avec un package. Et on a un C-chapeau de 17, donc qui est beaucoup trop élevé. Je suis venu tracer, en fait, la distance de coupe, donc pour les valeurs extrêmes. Fait qu'on a des valeurs au-dessus de 1, là, donc vraiment, on a des valeurs extrêmes. Donc, on ne pourrait pas utiliser cette régression-là sur mon jeu de données. Donc, je vais venir faire une binomiale négative avec exactement le même jeu de données. Je suis venu rajouter une colonne vivante où j'ai tout simplement multiplié mon pourcentage de survie par mon nombre. Sinon, la binomiale négative ne sera pas capable de prendre des pourcentages. Donc, j'utilise la librairie masse et j'ai la glm.nb pour binomiale négative. Donc, mes vivants en fonction de traitement bloc-sol. Et donc, ça utilise directement la distribution binomiale négative. Et dans ce cas-là, lorsqu'on vient calculer ces chapeaux, ben, il est de 1,29, donc on serait correct. Par contre, légèrement supérieur à 1, donc lorsqu'on sort le sommaire, je peux venir y dire que ma dispersion est égale à 1,29, ce que j'ai calculé plus haut. Et donc, il va venir ajuster, en fait, les erreurs standards, les écarts types, en fonction de cette dispersion-là. Donc, ça va venir contrôler pour la légère surdispersion que j'ai dans mon modèle et je pourrais interpréter les résultats ici de ma binomiale négative. Ça va jusqu'ici? Pas de questions? On va dire oui, ça va bien. Donc, si je voulais faire un exemple, souvent on peut venir faire des tests d'ajustement. Donc, dans le code qui va vous être envoyé, là, j'ai fait plusieurs tests d'ajustement que je ne présente pas pour pas trop alourdir la présentation. Mais ça, c'en est un exemple. Là. Donc, je suis venu tracer la ligne pleine. En fait, c'est ma valeur prédite par mon modèle avec l'intervalle de confiance à 95%. Et je viens tracer, en fait, mes points mesurés par-dessus. Et on voit que pratiquement l'ensemble de mes points est compris dans l'intervalle de confiance à 95%. Donc, ça veut dire que mon modèle s'ajusterait bien à mes données. Donc, je peux l'utiliser. Si j'avais des points là, qui seraient vraiment complètement en dehors, ben, mon modèle ne réussirait pas à bien cerner mes données. Donc, il faudrait tester, soit simplifier le modèle ou essayer d'autres types de distribution. Donc, j'ai mis le code ici pour ça. Donc, voilà, je peux y quelle heure? J'ai fait ça, ça en vient midi. Il est moins 10. S'il y a des questions là-dessus, je prendrai les questions. Et ensuite, je vais parler un petit 10 minutes là, des statistiques bayésiennes pour finir ça. Pas l'air d'avoir des questions, en ligne non plus. Soit que vous n'avez rien compris, puis je suis clair. Donc, les statistiques bayésiennes, c'est quoi? C'est vraiment une philosophie, une approche statistique qui est différente de tout ce qu'on vient de voir. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est des statistiques fréquentistes, c'est ce qui est utilisé normalement. Et les statistiques bayésiennes, en fait, justement, ça va être assez différent. Ça, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de critiques, en fait, sur l'utilisation de la valeur P. Donc, la valeur P, c'est un seuil à peu près arbitraire, donc à 0,05, on a fixé. Et il y a notamment, en fait, l'Association des statisticiens des États-Unis là, qui ont fait une sortie qui est super bien expliquée là, par l'auteur qui est ici, sur les valeurs P et à quel point c'était mal utilisé par les scientifiques, notamment dans les revues. Là. Et en fait, ça vient d'un panel où il y a un statisticien qui a posé la question pourquoi est-ce que on utilise autant la valeur P à 0,05? Fait qu'il s'est fait répondre, ben parce que, en fait, il a demandé pourquoi est-ce qu'on enseigne encore dans l'université la valeur P à 0,05 et toutes les statistiques qu'on vient de voir. Et qu'il s'est fait répondre, mais parce que c'est ça qu'on retrouve dans les littératures scientifiques. Fait qu'il faut être capable de comprendre ce qu'il y a dans la littérature scientifique, fait qu'on l'enseigne. Ensuite, ben, pourquoi il y a autant de valeur P 0,05 qu'on utilise dans la littérature? En fait, parce que c'est ce qu'on enseigne à l'école. Fait que c'est un serpent qui se mord la queue, en fait. Et il y a plusieurs façons de dévier les problèmes associés à la valeur P à 0,05. On peut utiliser les intervalles de confiance. Et ce que je vais vous montrer, ben, en fait, c'est utiliser les statistiques bayésiennes. Donc, l'utilité des modèles statistiques, c'est qu'on veut inférer sur la population à partir d'un échantillon. Donc, c'est ce qu'on fait depuis le début de la présentation.
estimer des grandeurs, tester des hypothèses, tirer des conclusions générales. C'est ce qu'on vise à faire avec nos modèles. Donc, je reviens avec des statistiques fréquentistes pour pouvoir comparer ensuite avec les statistiques bayésiennes. Donc, je vous mets un petit exemple. Donc, on réalise une étude comprenant deux conditions, donc un contrôle, un traitement. On veut connaître s'il y a une différence entre les deux, tout simple. Et on a une méta-analyse qui nous indique que la différence moyenne entre ces deux conditions est 3 unités. Donc, qu'est-ce que sera l'impact de cette méta-analyse sur le modèle statistique qu'on va faire? Aucun. Fait qu'en fait, même si tout notre labo, on a montré depuis 10 ans qu'il y a un effet de la température sur les émissions de GES, ce savoir-là change en rien le modèle statistique qu'on va faire. Donc, c'est un peu, ça va à l'encontre, en fait, de la méthode scientifique qui dit qu'on se base sur les travaux antérieurs pour construire nos savoirs nouveaux. C'est pour ça qu'on fait une revue de littérature. Par contre, nos modèles statistiques ne prennent pas du tout ça en compte. Donc, justement, pour pouvoir résoudre ça, on va faire un test d'hypothèse, donc H0, H1. Est-ce que mes moyennes sont pareilles ou différentes entre mon contrôle et mon traitement? Et donc, je fais un test T, tout simple, j'obtiens une valeur P de 0,24. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer à dire comment est-ce qu'on interprète cette valeur P-là? Personne? Ça n'ose? Donc, on peut dire d'abord que ce n'est pas significatif. Hein? On est loin du seuil de 0,05. Et en fait, comment interpréter cette valeur-là, qui est une probabilité? C'est que si H0 est vrai, donc si les valeurs, nos deux moyennes sont égales, nous avons 24 de chance d'avoir observé nos données. Donc, ça nous donne une probabilité sur nos données, sachant la théorie. La théorie, c'est notre test d'hypothèse. Ou on peut dire aussi qu'il y a 24 de probabilité que les données soient compatibles avec H0. En réalité, c'est pas très intéressant parce que ça nous donne une probabilité sur les données. Mais nos données, on les a déjà. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une probabilité sur la théorie. Fait que, directement, quelle est la probabilité que H0 soit vrai? Mais c'est pas ça que ça nous donne ici. Fait que c'est contre-intuitif. Hein, souvent, on passe rapidement là-dessus sur les cours de stats. Là, ils montrent une fois en début, on fait « je comprends pas trop, je m'en fais pas avec ça ». Mais en réalité, ça donne vraiment un impact important sur l'interprétation des données qu'on sort. Et ensuite, on peut construire un intervalle de confiance à 95% avec notre test T. Et un intervalle de confiance à 95%, c'est quoi? Encore là, c'est contre-intuitif. Fait que c'est pas qu'on a 95% de chance que la vraie moyenne, la vraie différence soit comprise. C'est si on fait 100 tests, en fait, si j'ai ma population, si je viens faire un échantillonnage de ma population et construire un intervalle de confiance à 95%, faut que je répète ça 100 fois. Et là, si je le répète 100 fois, je vais avoir 95% de mes intervalles de confiance qui vont contenir la vraie valeur. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, mais on ne fait jamais ça dans la vraie vie. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient, notre test qu'on a fait, là, c'est juste la première ligne. On est venu faire un intervalle de confiance, puis on ne sait pas si elle contient la vraie valeur ou pas. Donc, en fait, notre effet est significatif ou non. On ne peut pas calculer cette probabilité. Donc, c'est là que les statistiques bayésiennes rentrent en compte et qui sont intéressantes. C'est donc dans une approche idéale d'inférence, on devrait obtenir un maximum d'informations sur le paramètre et non sur les données. Donc, on voudrait savoir la probabilité de H0 et non pas la probabilité des données. Et on voudrait aussi avoir le choix d'intégrer de l'information antérieure pour éviter de repartir à zéro à chaque test. Fait que si je sais que ma température a un effet sur mes émissions de GES, mais ça serait bien plus intéressant que je dise à mon modèle, ça, on le sait déjà. Et c'est ce que permettent de faire les statistiques bayésiennes. Donc, ça vient de où? Non, en fait, c'est Bayes, qui est un mathématicien qui l'a développé en 1760 et qui a vraiment été étayé, là, utilisé par Laplace en 1774. Donc, c'est pas jeune. Par contre, c'est très récent qu'on a la capacité de calcul pour faire ces modèles-là. Donc, pourquoi ça s'est pas beaucoup développé avant ça, puis qu'on voit pas ça, c'est qu'on était juste incapable de faire les calculs, les intégrales qui sont derrière ça nécessaires, avec des modèles complexes. On peut le faire pour des exemples très simples, mais pas pour des modèles compliqués. Donc, pour les statistiques bayésiennes, je vais vous parler de l'a posteriori, qui est la probabilité de ma théorie, donc par exemple de mon H0, sachant mes données, donc c'est ce qu'on cherche à savoir.
on va utiliser la vraisemblance, qui est la probabilité des données sachant les théories. Donc, c'est ce qu'on obtenait déjà avec les statistiques fréquentistes. On va multiplier ça par un a priori, qui est la probabilité de la théorie. Donc, ça, c'est ce qu'on sait déjà dans la littérature. On va pouvoir mettre dans notre équation. Donc, en pratique, ça ressemble à quoi? Ben, on va dire notre modèle, si j'utilise une régression normale avec une loi normale, mais on pourrait utiliser n'importe quelle loi. Donc, j'ai mon modèle, ici, ça serait un a priori non informatif. Donc, on dit, si on sait rien dans la littérature sur ce que je suis en train de faire, on fait un effet qui est égal à 0, avec quand même une variance qui est très grande. Fait que dans le modèle bayésien, en pratique, je vais dire l'a priori égale une loi normale centrée sur 0 avec une variance de temps. Et ensuite, le modèle va venir calculer la vraisemblance avec nos données. Donc, ici, on aurait un effet positif. Donc, si on est différent de 0, on a un effet de notre traitement, par exemple. Et finalement, le a posteriori, c'est une espèce de compromis entre les deux qu'on obtient. Je vous présente ça avec un exemple appliqué avec mes données. Donc, ici, on teste l'effet du BRF. Donc, on veut tester l'ajout de BRF, donc du boirin mal fragmenté, versus le témoin qui n'en a pas. Donc, quand je fais mes statistiques bayésiennes, qu'est-ce que le logiciel me sort? Il me sort ça ici. Il me sort la distribution a posteriori. Donc, je suis capable de venir calculer un intervalle de crédibilité à 95%, où là, c'est vraiment la probabilité que le 0 soit, en fait, que les valeurs soient comprises dans, à 95. Je vais avoir 95% des valeurs comprises dans mon intervalle de crédibilité. C'est clair comme ça. Donc, ici, en fait, vu que le 0, qui est mon effet, serait compris dans mon 95%, je pouvais conclure que je n'ai pas d'effet de mon traitement. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Oui, excellent. Par contre, je peux aller beaucoup plus loin avec les statistiques bayésiennes. Je peux calculer la probabilité que la probabilité que mon traitement soit supérieur au témoin. Donc, en fait, c'est la probabilité que ma courbe ici soit plus supérieure à 0. Ça veut dire que ma variable réponse serait supérieure avec du BRF que ça. Et là, j'obtiens une probabilité de 82%. Ça, c'est intéressant, ce qui est impossible d'obtenir avec les statistiques fréquentistes qu'on voit habituellement. Donc, ça vient, puis il n'y a pas de seuil réellement associé. Fait qu'en fait, ensuite, c'est de l'interprétation selon notre domaine, selon nos connaissances du domaine. Est-ce que 82% c'est élevé ou non? Moi, si je dis au producteur, il y a 82% de chances que tu augmentes tes rendements si tu ajoutes du BRF. Mais après, c'est à lui de voir, il y a aussi l'autre partie, c'est que j'ai 18% de chances qu'il diminue mes rendements, donc qu'ils soient inférieurs. Et ensuite, c'est selon le coût du BRF, est-ce que ça vaut la peine ou non, et de combien ça augmente mes rendements. Là, je ne le présente pas ici, mais ça serait un facteur important à tenir en compte. Et on peut utiliser des chartes comme ça aussi qui existent en bayésien. Donc, on viendrait calculer ce qu'on appelle un facteur de Bayes, un FB, et selon la valeur obtenue, on peut voir si est-ce qu'on a une évidence d'effet qui est nulle, négligeable, substantielle, fort ou même décisif. Fait que si j'aurais 4,62, donc j'aurais un effet là, qui serait substantiel, mais vraiment à la limite. Fait que là, avec l'autre information que j'ai, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dis que c'est significatif ou non? En fait, il n'y a pas réellement de seuil associé, c'est plus de la discussion par rapport à ces données-là. Mais on obtient plus d'informations avec des statistiques bayésiennes comme ça. Oui, y a-t-il une question? Il me reste 2 minutes. Fait que merci, j'ai fini. Donc, je vous ai fait pendant un survol très rapide des statistiques bayésiennes. C'était pour savoir que ça existe. Moi, mon pari, c'est qu'on va en voir de plus en plus apparaître. Il y a déjà des domaines qu'on voit beaucoup plus de papiers utiliser des statistiques bayésiennes. Donc, il faut être capable de savoir c'est quoi l'a priori qu'ils ont utilisé. Est-ce qu'il est non informatif ou est-ce qu'il l'a mis informatif, donc il se base sur des données antérieures, et d'être capable de justement voir comment est-ce qu'on interprète ces données-là. Donc, voilà, et voici les ressources que j'ai utilisées pour monter la présentation.